J'aimais l'excès. C'était un mouvement qui me prenait et avec lequel j'aimais par-dessus tout composer. J'avais besoin d'être toujours en mouvement. Oui, c'est je prenais un apéro sur un toit à Paris et en partant du toit, j'ai pas vu le vasistas et du coup j'ai marché dessus, donc ça s'est effondré sous mon poids évidemment, mais j'ai eu un réflexe de m'approcher comme ça, donc du coup j'avais les deux mains sur le toit et puis mon corps entier là, sur le vasistas avec genre 6 étages en dessous. Je me suis coupée toutes les jambes, je me suis coupée dans le dos et au lieu d'aller à l'hôpital, on m'a douchée, on a enlevé les morceaux de verre et je suis allée en club en fait avec un mouchoir pour éponger le sang. C'est pas parce que t'es handicapé que t'es plus libre. En quoi ça avait... Moi, je trouvais que c'était intéressant parce que, effectivement, c'est par rapport aux possibilités. Quand t'as un handicap, d'un coup, tes possibilités sont, comme tu disais tout à l'heure, restreintes. C'est pas dans ce sens que je disais que j'étais plus libre. Je disais que j'étais plus libre, mais c'était plutôt par rapport à quelque chose du psychisme. Ouais. Pas quelque chose qui a à voir avec le mouvement. Ouais. Tu vois. Parce que, du coup, en fait, avant, si tu veux, on peut dire que je vivais plus les choses parce qu'il fallait qu'il fallait les vivre et surtout aussi à travers le regard de l'autre. Ouais. Donc j'étais peut-être plus emprisonnée dans le regard de l'autre et dans ce qui était attendu d'une personne. Et aussi du coup à l'échec, puisque quand t'as 20 ans, tu es censé faire des études pour aller aller quelque part. Mais si t'en fais pas, du coup, on attend quelque chose d'autre de toi. Et si tu corresponds pas à des cases, et c'était dans cet enfermement-là que j'étais plus. Ouais, t'étais enfermée dans les attentes des autres, quoi. Voilà. Et maintenant, en fait, avec l'accident, vu que j'ai eu énormément de temps pour rien faire, et aussi du temps pour penser à moi, maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que je fais quelque chose, je sais que je le fais pour moi. Je le fais pour moi et je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et c'est en ce sens-là que je me sens plus libre. Ouais, on était invité à un anniversaire, voilà, tout se passe bien, on picole pas mal quand même. Et moi, je finis par rentrer à la maison accompagnée d'un pote. Je me prends une voiture à l'arrêt, en vélo, je sais pas, je la vois pas, je fonce dedans. Et encore un peu plus tard, en arrivant vers la maison, je crois que je suis encore tombée, tout un genre. Voilà, ça ne donne pas, c'était rien, comment on dit ça, tu veux dire quand tu sais, quand ça va apporter quelque chose, ça n'amenait rien de bon, tu vois, il y a une expression pour dire ça. Rien de bon. Ouais, ça n'augurait rien de bon, on peut dire ça. Ouais. Tu veux qu'on ferme la porte peut-être? Et après, donc voilà, on rentre à la maison, on s'installe, on commence à se faire à manger et on discute. Bon, c'est un sujet qu'on avait assez fréquemment, lui et moi. Voilà, notamment parce que lui allait à l'université, c'était un bon élève, très sérieux dans ce qu'il faisait, et moi à côté j'étais plus en train de faire des expériences professionnelles, je travaillais dans la restauration. Lui me disait que les études m'assureraient un avenir, qu'à 40 ans, quand je me retrouverais sans diplôme et sans travail, je n'aurais plus rien. Puisqu'à 40 ans, je ne serai plus si jolie ni si jeune, et que personne ne voudra m'embaucher comme serveuse, et bien à ce moment-là, que me restera-t-il? Ma vie serait fichue. J'ai pris ces paroles comme une insulte à mes choix. Je lui ai répondu que si ma vie était si misérable à 40 ans, je n'aurais qu'à sauter par la fenêtre. Il m'a dit, mais c'est facile à dire, moins à faire. Enfin, toujours quelque chose que je crois, enfin, c'est dans mes souvenirs, quoi.
Et je lui ai dit, bah, tu vas voir si c'est pas facile en fait. Donc j'étais vraiment dans le défi, je voulais vraiment lui prouver qu'il avait tort. J'ai ouvert la fenêtre. L'idée première était de sauter, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu haut. Alors j'ai décidé d'escalader, d'y aller en m'agrippant au balcon, à la gouttière, à tout ce qui pouvait m'aider à retomber sur mes pieds, sans me heurter. Au début, je pense qu'il s'en est pas aperçu tout de suite, parce que quand il est arrivé, j'étais déjà en train d'accrocher la rambarde. Et je m'apprêtais à changer de prise, et c'est là qu'il est arrivé et qu'il m'a dit arrête tes conneries, remonte. Et je lui ai vraiment dit non, quoi. Je lui ai vraiment dit non, c'est mort, je vais te montrer qu'on peut le faire et que tu dis n'importe quoi, qu'il n'y a pas que les études, qu'on peut faire aussi autre chose. J'ai changé de prise et c'est là que tout a lâché. Ou plutôt, que j'ai tout lâché. Et après, tout ce que je me souviens, c'est être tombée par terre, allongée sur le trottoir, avec une décharge, tu vois, qui part vraiment de la tête et qui se diffuse dans tout le corps. Une décharge électrique, et puis tout doucement qui s'apaise et qui reste coincée là au niveau de la ceinture, au niveau du bassin, et qui continue d'irradier dans mes jambes. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne marcherait plus avec les jambes. Même si je marche aujourd'hui, là, je suis encore considérée comme paraplégique. Les pompiers sont arrivés, je suis montée sur un brancard. Ils ont découpé mes habits et m'ont demandé de ne surtout pas bouger. Je n'ai pas perdu connaissance. On m'a transférée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. À mon arrivée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une opération, un réveil, ça fonctionne plutôt bien. Puis une vérification, ça ne fonctionne pas comme prévu. Il est 5 heures du matin quand l'hôpital appelle ma mère. « Bonjour madame, je suis avec votre fille à l'hôpital. Nous avons besoin de votre accord pour faire une seconde opération ou bien elle risque de perdre l'usage de ses jambes. » Je n'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir à cet instant. Je suis encore très émue et je la remercie intérieurement d'avoir été si forte et si juste avec moi. Je me fais opérer à nouveau. Je me réveille. Il y a du monde autour de moi. Je me souviens avoir peur de la réaction de mon père. Je ne veux pas qu'il soit fâché et je redoute son regard. Mais je suis sous morphine. Je ne comprends pas encore tout ce qui se passe. Le souvenir qui suit ces réveils est celui de mon chirurgien, le docteur Bonacorsi, et de son interne. Un souvenir vachement plus agréable. Je les trouvais particulièrement beaux et n'écoutais rien de leurs mots. J'avais compris que je ne marcherais sûrement plus jamais, mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de leur sourire. Dans mon lit, avant de me coucher, il fallait que je visualise vraiment le chemin que prenait la commande du cerveau pour faire bouger mes pieds. Donc allongée, je fermais les yeux et je visualisais mes 2 pieds et je visualisais en train de faire ça. Mais je le faisais et alors du coup je me réveillais souvent et puis je soulevais la couette et je me disais ça y est, ça bouge. Puis en fait non, rien ne se passait, j'avais bien mes 2 pieds inertes. Et ça a fini par fonctionner. Bon, j'ai eu de la chance, j'avais une super infirmière. Le matin, elle arrivait et elle me disait « Alors, est-ce que ça bouge ?» Et alors, on refaisait l'exercice. Et un matin, elle me dit « Ça bouge ?» Alors moi, j'y croyais pas, je pensais que c'était pas possible. Et effectivement, le pied droit avait fait un léger mouvement. Et c'était les orteils, il me semble. Stalingrad. Voilà, donc moi j'ai essayé d'avancer les choses. J'ai passé environ 1 mois
à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, avant d'intégrer le centre de rééducation de Bouffémont dans le Val d'Oise. C'est dans ce centre que j'ai rencontré Camille. Le syndrome de la queue de cheval, c'est quand à un moment, dans tes nerfs, il y a un énorme paquet qui se fait. Et ça veut dire que c'est touché. Mais ouais, en fait, c'est je croyais qu'ils étaient là, mais oui, c'est ici. C'est qu'en fait, on a pété là, quoi. Bah oui, et donc en fait, la compression, elle se fait là. Oui, c'est ici qu'on a notre queue de cheval, dans le dos. Et comme il y a un énorme paquet de nerfs, eh ben, on ne sait pas où est la racine du nerf qui est en bas. Tu vois. Donc, par exemple, si tu ne peux pas bouger ton orteil, je l'ai expliqué en fait. Ah bah voilà, heureusement que je suis là pour t'expliquer. Hein. Il serait temps. Non mais c'est vachement plus simple quand tu vois les conséquences. Hein, ouais, ça, toi, c'est totalement intégré. Et vécu. C'était que des tentatives de suicide. C'était aussi quasiment que des gens qui s'étaient défenestrés parce que comme c'était une aile à la fois psychiatrique et de rééducation, c'était souvent des personnes qui avaient des séquelles, des séquelles similaires et souvent ce sont des séquelles après défenestration, quoi. Oui, c'est vrai. Après chute. Après chute, ouais. Moi je les appelais les fous quand même. Moi j'osais pas parce que je me considérais un peu dans le lot et du coup c'était trop dégradant. Ils étaient hyper déçus quand ils sont arrivés là pour faire leur espèce de compétition. Alors t'as sauté de quel étage Quand toi t'es arrivé, il y a une nana qui venait de partir, une asiatique. Ouais. Alors je sais pas si c'est ça, hein, mais elle était vraiment toute plate. Et elle avait sauté devant un train. D'accord. Et toi tu fais un rapport... Elle s'était ratée. Et quand eux ils arrivent et que je leur dis que j'ai pas sauté, en fait ils étaient un peu déçus. Tu faisais pas partie du groupe, quoi. Hein. Bah non, je faisais pas partie du groupe. Désolée, hein. Mais je sais pas s'ils ont compris tout de suite ou s'ils pensaient que j'étais dans une sorte de déni. Après, avec le docteur Le Sieur, ça c'était vraiment trop chouette. Je sais que tu l'aimais pas trop. Non, je l'adorais, moi. Mais au début, j'étais en conflit parce que, comme j'avais trop maigri, j'avais eu ma première permission. Et en fait, quand je suis revenue, il m'a dit que j'avais plus droit aux permissions tant que je reprenais pas du poids. Et du coup, j'étais un peu en conflit, quoi, clairement. Je comprends, je l'aimais plus. Quelque chose s'était brisé entre eux. Ah là, c'était fini. Il provoquait un peu parce qu'il savait que c'était comme ça qu'il provoquait des bonnes réactions de notre part et des prises de conscience. Et il était bon, hein. Non, mais c'est vrai que ça a marché. Bah, moi aussi, ça a marché. Hein. Je crois que je lui avais écrit. En fait, j'étais vraiment dans la résistance au début parce qu'il me déplaisait, parce qu'il était intelligent et il comprenait. Ah ouais. Même quand je lui racontais des conneries, il savait, quoi. Ouais. Alors qu'il y en a plein qui savent pas. Oui, qui cherchent pas à aller plus loin. Mentir. T'es trop malin, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens. Pour le coup, tu m'as vraiment aidé à accepter le handicap parce que le fait d'avoir vraiment vécu le début de la reconstruction avec toi et justement d'avoir pu échanger sur ça, le sondage, le syndrome de la queue de cheval, le fait qu'on ait toutes les deux notre fracture à la colonne et qu'on ait toutes les deux à peu près la même pathologie, enfin les mêmes séquelles du moins. On partageait quand même ne serait-ce qu'on a toutes les deux, on avait le traitement le soir, on avait un peu le même rythme de vie, du coup ponctué par les mêmes rendez-vous médicaux, on va dire. Et c'est vrai que moi je sais que l'acceptation de mon handicap, ça t'y a été pour beaucoup, quoi. Parce que c'est plus simple quand on est deux. Ouais, et puis je te voyais tellement forte avec ton handicap et rayonner avec ton handicap que je me disais je vais faire pareil, quoi. Mais c'est vrai. Oui, c'était très bien de se rencontrer là-bas. Bah oui. Je sais pas si on se serait rencontrés autrement en fait, parce que toi tu fais la fête et moi je fais pas la fête. Ouais, on se serait jamais rencontrés en fait. Bah non, clairement. Putain, mais heureusement que ça nous est arrivé. Putain, heureusement que je fais la fête, heureusement que t'es défenestrée parce que... C'est ça. Puis la carte d'invalidité quand même. Ça ouvre des portes, hein. Attends, le musée, je suis jamais allée autant au musée. Je comprends. J'ai rencontré un garçon dans un bar à Paris, on était fin août. Un Allemand, Sacha. On se plaît, on se drague, on rentre ensemble. Et là, on était une semaine à Paris tous les deux, du coup on s'est fait une semaine de love, on appelait ça comme ça, la semaine de love. On n'était pas censés se revoir après. Puis en fait, pendant les vacances, voilà, on s'envoie des textos, on s'appelle, on continue un peu à flirter. Et on décide de prolonger la semaine de love 4 jours à Poitiers. Voilà. Il était muté à Poitiers pour son travail. Et moi, je ne reprenais pas la fac avant fin septembre. Du coup, je le suis à Poitiers. J'avais aucune idée de où se trouvait Poitiers sur une carte. J'avais déjà regardé sur Internet s'il y avait une fac en sciences du langage à Poitiers. Quoi. Et là, on décide d'emménager ensemble. Donc, j'ai décidé d'emménager avec quelqu'un que j'avais rencontré une semaine, en fait. J'ai mis du temps avant de me dire, ok, c'est bon,
Je suis à Poitiers, je vis à Poitiers, ma vie est ici maintenant. Je dis ça, mais je suis pas encore, hein. Pour moi, je suis encore parisienne. Ma vie est relativement parisienne. C'est là-bas que j'ai la majorité de mes amis, de mes habitudes. Voilà, à Poitiers, je me sens jamais vraiment chez moi quand je me balade dans la rue. À Paris, oui. Je crois que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un qui était à l'opposé de ce que je connaissais avant, quoi. C'était la rigueur, le travail. Donc c'était pas mal, ça m'a permis vraiment de me poser. Et puis bon, bah, en fait, on s'est séparés parce que ça marchait pas. C'est là que j'ai compris que j'avais choisi de venir à Poitiers, pas uniquement pour Sacha, mais aussi pour moi, en fait. J'avais vraiment cette envie de quitter Paris. Ah ah. Complément. Pas sujet. Au fait, qui vient? Ahmed, Brice et Sabine. Et Qui vient? T'as entendu? Oui. Ahmed, Ouais. Brice. Brice. Il Sabine. est Sabine, super, oui. je l'écoute Sabine. tous les jours. Au fait, Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient? d'autre. Ahmed, Brice et Sabine. Et aussi Luc et Caroline. Tu les connais? Au revoir. Non. Regarde dans tes illustrations. Ici, phrase. C'est l'un des verbes les plus importants. Fait, Je suis. Présent, du verbe être. Yeah. C'est quoi le verbe être, Ayoub, au présent? Le verbe être, au présent. C'est elle. Ouais, elle commence avec je. Je suis. Ouais. Tu es. Oui. Il est. Nous sommes. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, super. On va les épeler. C'est pour Tu te rappelles? C'est lettre par lettre. le Lundi. Vas-y. lundi, Oui. mardi, Non. Lettre par lettre. Tu te rappelles? Oui. L, L. tu vois. Vas-y, on fait ça. N, U, N, D, I, Ok. Mars. M, A, R, S, Super. avril, avril, Oh, c'est galère. Faut pas y arriver toute seule. Chérie! Essaye de commencer à enlever le bloc du il y a la planche en bois. Merci. Oh là là, c'est vraiment le départ. Ouais. Comment est-ce que tu veux dire? Attends, tu fais n'importe quoi. Déroule. Tourne. Voilà, vas-y. Ouah, trop voir. Sur mon lit à la Pitié, je me souviens d'un moment assez fort. Je me suis soudainement dit que deux voies s'offraient à moi. La première étant d'arrêter là, d'arrêter tout espoir de remarcher et de danser un jour, abandonner, accepter d'être triste et regretter. Et la deuxième, celle que j'ai choisie sans hésiter, était celle d'une lutte vers l'indépendance. Une indépendance que je souhaitais même en fauteuil. Que la vie est belle, soudain elle éblouit, comme un battement d'aile, d'oiseaux de paradis. Que la vie est belle, quelquefois pour un rien, la divine immortelle, dans le mal et le bien. Et aujourd'hui, j'arrive à dire non à des choses auxquelles j'arrivais pas à dire non à 25 ans. À 25 ans, j'avais un peu ce truc j'avais peur de rater quelque chose si je n'allais pas à la fête. Voilà, donc j'allais à toutes les fêtes pour être sûre de ne rien rater. Bon, aujourd'hui, je comprends bien que voilà, quand on est fatigué, on peut aussi se reposer. Finalement, on va pas rater grand-chose et même si on rate quelque chose, c'est pas grave. Qu'est-ce qui était si important pour toi?
Je sais pas, tu me poses une colle. C'était vraiment ce côté-là, d'avoir peur de louper quelque chose, de pas être au bon endroit, au bon moment, de pas être là où ça se passe, quoi. Mais je sais pas, n'importe quoi, un engouement pour quelque chose, peu importe en fait, mais j'avais peur de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Où j'étais partout. Et voilà, je dormais peu, je dormais très très peu. Mais en même temps, j'avais pas l'impression d'avoir besoin d'autant de sommeil. Mais j'avais vraiment peur de rater quelque chose. En fait, il se passait rien. C'était juste des gens qui s'amusent finalement. Non, qu'il se passe quelque chose de très important et que je sois pas là pour le voir. Et que du coup, après, peut-être j'en fasse pas partie. Peut-être une crainte comme ça. Seulement peut-être la crainte de finir seule. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. J'ai rencontré Victor dans ce bar à Ponty, le plan B. J'ai décrété qu'il serait l'homme de ma vie. Je l'ai perdu, puis retrouvé sur la piste de danse. Pour lui, il n'a jamais vraiment été question de handicap dans un sens qui empêche, qui immobilise ou qui rend dépendant de l'autre. On ne reparle jamais ou vraiment très rarement de la période avant l'accident. Nous avons autre chose à vivre maintenant. Nous quittons Poitiers et nous partons vivre à Blois. Il y a le mouvement qui nous excède, celui qui ne nous appartient plus et celui que l'on apprend. Je sens qu'entre tous ces mouvements s'articule mon corps. C'est avec lui et pour lui que je vis. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I